Les familles logiques. Alors, en microélectronique, il y a pas mal de familles logiques. On va les voir ici, des familles RTL, DTL, DTL, STL, Schottky, CMOS, etc. On va les voir une par une ici dans ce chapitre. Alors, on va commencer d'abord ce chapitre-là par un exemple d'un inverseur qui utilise un transistor bipolaire. L'inverseur le plus simple qu'on trouve dans le marché, c'est un inverseur, là où on a un transistor bipolaire alimenté par une tension VCC à travers une résistance RC et qui sera attaqué à travers à travers une résistance RP, à travers bien sa connexion basse. Alors, le signal d'entrée est là. Le signal de sortie il va être récupéré sur le collecteur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de voir comment la tension de sortie elle va évoluer en fonction de la tension d'entrée. Alors, comme vous voyez ici, il suffit d'utiliser loi de Maille. Donc, c'est très simple. Alors, on voit très bien que ici, le Vout à quoi est égal? Le VCC. Alors, je dois écrire ici. Voilà. Alors, le VCC à quoi est égal? VCC est égal à RC fois IC plus VCE. Or, on doit représenter, on va éliminer le IC, on va travailler sur la deuxième main, VI à quoi est égal? Ou bien ici, plutôt, ici, c'est RC fois IC plus Vout, c'est ce qu'on va prendre, parce que VCC est Vout. Et le VI est égal à RB fois IB plus VBE. Et IB, à quoi est égal? Bien IC. IC est égal à bêta IB. Alors, on a ces trois équations. On va éliminer le IC dans les deux équations, ici ou bien le IP, et on va trouver le Vout en fonction des autres résistants, des autres tensions. Alors ici, le VCC va devenir O, c'est RC qui multiplie. Alors, le IP ici sera représenté par, le IC ici sera représenté par bêta IP, et IB, c'est quoi? Fois bêta. Le IB ici, c'est Vin moins VBE sur RB. Vin moins VBE sur RB. Plus Vout. Voilà, on a représenté, qu'est-ce qu'on a ici? VCC constante, RC constante, bêta constante, VBE constante, RB constante. On va faire sortir le Vout en fonction de l'ensemble. Alors, dans ce cas, le Vout est égal. Le Vout est égal à moins RC bêta sur RB.
se pose sur RB que multiplie V de in, voilà, c'est ça, plus, alors ce terme-là va venir ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Plus VCC, plus VBE, sur RB, RB fois RC RC de temps, ce terme-là, parce que ici, plus VCC. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que V de out, elle varie en fonction de V in avec une pente qui est négative, d'où l'expression ici. Alors, on voit très bien qu'elle varie d'une manière avec une droite d'une pente de moins RC bêta sur R. Or, ce transistor-là, ou bien ce transistor, soit elle a deux états, soit elle conduit, lorsqu'elle devient saturation, on a la saturation. Lorsqu'elle est saturée, le Vout est égal, c'est-à-dire qu'il conduit, alors le Vout va être égal à quoi? À VCE, ça, c'est une constante, VCE, de saturation. Et lorsqu'elle est bloquée, quand le transistor est bloqué, quand le transistor est bloqué, quand le transistor est bloqué, on a que le Vout, le transistor ne conduit pas, aucun courant ici ne circule, et le Vout est égal à VCC. Et entre les deux, lorsqu'il fonctionne entre les deux, on voit très bien que le Vout, elle varie d'une manière linéaire et suivant l'expression qu'on a déjà. C'est clair? Alors, tout cela va nous permettre d'avoir une caractéristique qui est, alors ici c'est VCE SAT, vous la voyez, ici c'est VCC lorsqu'elle est ici, et entre les deux, elle varie d'une manière linéaire avec une pente qui est négative. Donc ça, c'est la fonction de transfert de cet inverseur. Donc ça, c'est du point de vue de l'inverseur, comment on peut essayer de voir. Alors cet inverseur, il varie d'une manière linéaire, il possède une région d'incertitude qui est importante. Dans ce cas, il n'est pas bien. Dans ce cas, il faut avoir d'autres types d'inverseurs. Alors là, je vais dépasser ça pour vous montrer que comment on appelle les
tout calcul fait, je montre comment elle varie la tension P-out en fonction de la tension V2. Et cette tension-là, elle va prendre des valeurs plus VCC ici, et lorsqu'elle est bloquée, et VCE SAT lorsqu'elle est bloquée. Alors ce niveau-là, on l'appelle le niveau haut, c'est VCC. Ce niveau-là, on l'appelle le niveau bas, qui est VCE SAT. Maintenant, on va essayer de voir une autre porte. C'est une porte qui est nord. Vous la voyez ici. Alors, je vais essayer de démontrer est-ce que c'est une porte nord ou non. Alors, ici, on va essayer de faire un petit tableau là, pour voir. Voilà. Notre tableau sera ici. On va avoir les quatre. Alors ça, c'est V-in1, V-in2, ça c'est V-out. Et on voit très bien ici que si on applique ici un 0, les deux transistors sont bloqués. Alors ici, je vais avoir 0, 0. Les deux transistors sont bloqués. Aucun courant ne circule ici. Et le V-out va prendre le potentiel de VCC, c'est-à-dire le niveau 1. Si le V-in1 est bloqué, celui-là bloqué notre conduit, évidemment le courant va circuler à travers ça et le V-out va avoir le VCE ça, c'est-à-dire il va avoir un 0 ici. Si j'ai le 1 et le 0 ici, ce transistor sera bloqué, celui-là il va conduire, le courant ici va passer là et le V-out va avoir le potentiel ici, c'est-à-dire le potentiel VCE ça, c'est-à-dire c'est 0. Alors, les deux conduisent, les deux transistors, évidemment, le courant va passer à travers les deux et le V-out est égal à VCE SAT et 0. Alors, c'est pour cela qu'on l'a appelé une porte nord qui est réalisée par la famille RTL. C'est-à-dire, on voit que seulement résistor, transistor logique. Vous voyez donc. Alors, cette porte-là, bien cette famille-là, quels sont les avantages et les inconvénients? Premièrement, cette famille-là a des sortances limitées, c'est-à-dire on ne peut pas attaquer plusieurs portes en même temps. Sa puissance, elle consomme trop parce qu'elle est faite par des résistances. Elle a la marge de bruit qui est faible. En plus de ça, le temps de réponse, elle est un peu élevé. Et elle dépend beaucoup de la température, c'est-à-dire ses caractéristiques varient en fonction de la température. En plus de ça, elle occupe une surface importante lors de réalisation des circuits intégrés. Alors, on va voir une autre porte, c'est la porte TTL. Voilà, un circuit intégré, là où on trouve des portes NAND en technologie TTL, c'est le SNI 5660N. Alors, cette porte TTL, comment elle est réalisée? Elle est réalisée, on voit très bien, voilà. On voit très bien ici, c'est une porte à 3 entrées, c'est-à-dire porte 1, ça, le A, le B, le C, et la sortie ici, c'est le V-out. Alors, cette porte-là, elle est réalisée, on voit très bien, par des diodes et des résistances et des transistors. C'est pour cela qu'on l'appelait diode transistor logique. Alors, comment ça fonctionne? Premièrement, on va raisonner sur la diode. Alors, pour que cette diode-là conduise, il y a ici un point P, c'est-à-dire le potentiel au point P, doit être, comment? Supérieur au potentiel du point C. C'est-à-dire, en plus de ça, la diode possède ce qu'on appelle une tension de seuil. Alors, la tension de seuil ici, si le potentiel au point C est supérieur au potentiel au point P, la diode est bloquée, mais si le potentiel au point P est supérieur au potentiel de C avec, évidemment, la différence de potentiel entre les deux est supérieure à la tension de seuil, en ce cas, la diode conduit. Maintenant, si on applique
un niveau au moins, si on a au moins une entrée est à l'état 0. Soit A, soit B, ou bien AB, ou bien AC, ou bien BC, ou bien les trois sont à 0. C'est-à-dire une des trois diodes conduisent. Si une des trois diodes conduisent, au moins une. Alors évidemment, tout le courant généré par la tension ici, à travers R1, elle va passer vers ce côté-là, c'est le côté jumelle le plus court, là où il n'y a pas assez de pertes. Alors, et ces diodes-là, cette partie-là, c'est-à-dire les diodes D1 qui possèdent des tensions de seuil BS1 et BS2, tout ce côté-là sera bloqué. Et évidemment, le transistor sera bloqué et le Vout va avoir la tension de VCC, c'est-à-dire V, je vais avoir le Vout, elle est à l'état 1. Elle est à l'état 1. Si au moins une, 0, 0, 0, ou bien 0, 1, 1, ou bien 0, 1, 1, c'est-à-dire au moins une, elle est à l'état 0, je vais avoir le Vout, elle est à l'état 1. Alors, si les trois sont à l'état 1, si les trois, si A, B et C sont à l'état 1, évidemment, je vois que toutes les diodes ici seront bloquées. Pourquoi? Parce que le potentiel ici qui est 1, qui est presque égal à VCC, évidemment, automatiquement, il est supérieur à VP. Alors, le potentiel au point A, B et C sont supérieurs au potentiel VP. Alors, dans ce cas, les trois diodes sont bloquées. Alors que c'est facile, le courant qui va arriver à travers R1, il va passer de ce côté. Et évidemment, il doit saturer le transistor. Le transistor, il possède une tension VBE1. Alors, le potentiel au point P, pour que le transistor fonctionne, il faut que le potentiel au point P doit être égal au moins à la tension de seuil pour qu'il vainque la diode 1, plus la tension de seuil pour qu'il vainque la diode 2, plus VBE1. Pour que le transistor conduise. Alors, dans ce cas, si ce potentiel de P est égal, supérieur ou égal à la somme de ces trois valeurs, le transistor va conduire et Vout va chuter. Et dans ce cas, je vais avoir le Vout va avoir l'état 0. C'est clair? Alors, ça, c'est la porte NAND, évidemment. Cette porte-là fonctionne sous forme d'une porte NAND, comme vous le voyez. C'est bon? Alors, ici, je dois effacer ça. Alors, j'ai décrit le fonctionnement de cette porte-là. Et je vais résumer le reste. Ici. Et on va avoir, en résumé, la diode D, c'est ce que je viens de dire, commence à conduire pour une tension VP est égale à VS plus V0, c'est-à-dire lorsque le VP est supérieur au niveau 0. Et pour faire conduire les diodes D1 et D2, il faut une tension V de B qui est égale à 2 VS plus VB2 pour qu'elle fonctionne sous forme d'une diode D. Alors, on va essayer d'améliorer cette diode-là. Et qu'est-ce qu'on va créer? On va, au lieu, vous avez tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait ici? On avait ici une diode D1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de remplacer cette diode-là. On va la remplacer par un transistor
par la jonction base émetteur d'un transistor. On va la voir ici. Là. Voilà. Dans ce cas, la diode D1 c'est la diode base émetteur, c'est-à-dire la diode base émetteur. C'est celle qui va remplacer la diode D1. Pourquoi on a fait ça? On a amélioré la porte NAND et pour augmenter la sortance, parce que ce transistor-là va nous donner un courant important qui va augmenter les sortances et c'est pour cela qu'on va passer de 10, le nombre de sortances de 10 jusqu'à 30 et c'est pour cela qu'on l'a amélioré et on a aussi amélioré la marge de bruit et le temps et la surface occupée elle est moins. Maintenant, on va parler d'une autre porte, c'est la porte TTL. TTL avec laquelle vous avez l'habitude de travailler en électronique numérique. Voilà les portes, un petit circuit des portes NAND TTL, des entrées. C'est le S1 7400 avec laquelle vous avez l'habitude de travailler dans les travaux pratiques de l'électronique numérique. Alors, comment elle est faite? C'est très simple. Tout à l'heure, on avait deux diodes. Alors, on a remplacé la première diode par celle-ci. C'est la deuxième diode. Ça, c'est la deuxième diode. On a pris base émetteur d'un transistor Q2. Et ici, on a pris base collecteur comme diode D1. Et les trois diodes qui restent, on a pris un transistor multi-émetteur. Ce transistor multi-émetteur, donc les diodes utilisées, ce sont base émetteur, les diodes T. Pour la première, la deuxième, la troisième. Un transistor multi-émetteur, comment il est réalisé? Là. Donc NPN. Voilà, dans ce cas, c'est P. Voilà. Dans ce cas, on peut ici avoir 30. Donc ça, ce sont les trois émetteurs. Ici, c'est la base et là, c'est le collecteur. Et voilà notre transistor multi-émetteur. C'est comme ça qu'il est réalisé en technologie bipolaire. Alors là, le rôle de ces trois-là, ils jouent le rôle des trois émetteurs, ils jouent le rôle des trois diodes qui sont là sous forme d'un transistor multi-émetteur. Alors ce transistor, comment il fonctionne? Est-ce qu'elle est saturée ou bien elle est bloquée? Est-ce qu'elle est saturée ou bien elle est bloquée? C'est très simple. Ce qui contrôle le fonctionnement d'un transistor, c'est le courant IP. Alors, ce transistor, il fonctionne toujours en régie, il est toujours conducteur. Mais il y a deux cas différents. Est-ce qu'elle est en saturation normale ou bien en saturation inverse? Alors, c'est quoi la saturation inverse? Si vous avez un transistor comme ça, NPN, par exemple. Le courant IP est là, c'est celui qui contrôle. Et j'ai ici le courant IC. Alors, si le courant IC a ce sens-là, et le courant IE a ce sens-là, on dit que le transistor fonctionne en régime de saturation normale. Si on inverse les deux, j'ai le courant IP, elle est là.
Et le courant IC dans ce sens, IE dans ce sens, alors on dit que le transistor il est en régime de saturation inverse. Ici, il a un gain bêta important. Par contre, ici, il a un gain bêta, qu'on appelle bêta 1, qui est faible. Vous voyez, c'est-à-dire le IC sur IB, c'est égal à bêta, mais ce IC sur IB, il est faible. Pourquoi? Parce qu'il est en régime de saturation inverse. Par contre, ici, elle est en régime de saturation normale et le IC sur IB est une valeur qui est bêta et très importante. Alors, ce transistor-là, qui est multi-émetteur, il va fonctionner dans les deux cas. Premièrement, lorsque les diodes ici conduisent dans ce sens-là, elle va fonctionner en régime de saturation. Lorsqu'on va appliquer ici les 1 aux 3 A, B et C et D, dans ce cas, cette diode-là sera bloquée et le courant va passer ici. Et dans ce cas, elle va fonctionner en régime de saturation inverse et il va saturer ce transistor, oui, il va saturer l'autre et le IPA va tendre vers 0, ou bien vers PCE5, c'est-à-dire l'état 0. Alors, c'est la même explication que tout à l'heure. La différence réside où? C'est dans le fonctionnement de ce transistor multi-émetteur. Évidemment, ce transistor multi-émetteur, lorsqu'on a au moins une des entrées, elle est à l'état 0, elle va fonctionner en régime de saturation normale. Et je vais avoir le Q2 et le Q3 bloqués. Par contre, si on applique aux entrées de cette porte-là les niveaux hauts, c'est-à-dire pour les 3 entrées, ce transistor-là va fonctionner en régime de saturation inverse et un courant qui va passer ici, celui-là qui va faire conduire le transistor Q2, qui va conduire à son tour le transistor Q3 et on va avoir le P-out qui va avoir la tension VCE-SAT, c'est-à-dire le niveau 0. C'est clair? Dans ce cas, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire le régime ou bien le transistor multi-émetteur. C'est un transistor qui fonctionne. Alors, ici, on va passer à une autre porte TTL qui est améliorée. Comment on l'a amélioré? On a mis une diode ici. On a essayé d'insérer une diode là. Cette diode-là, c'est une diode qui permet de réduire la consommation. On va voir ça dans un exercice de TT, qui va réduire la consommation de cette porte. Elle va consommer moins, surtout lorsque à l'état 1. Donc, elle va à l'état, plutôt à l'état 1, elle va consommer moins. Alors, c'est pour cela qu'on a essayé. Et comme vous voyez, elle est un tâche en totem. Vous voyez, c'est quoi totem? C'est-à-dire, voilà, un transistor sur lequel on a déposé une diode, sur lequel on a déposé un transistor, une résistance, c'est-à-dire les totems, ce sont des monuments des Indiens qui avaient utilisés dans leur vie quotidienne. Alors, on va essayer aussi d'améliorer ce TT. Alors, comment doit-on améliorer? Alors, vous voyez ici, qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté un autre circuit, comme vous le voyez ici. À quoi ça sert ce petit circuit? Vous avez déjà vu ça? C'est ce qu'on appelle le Darlington, c'est pour augmenter le courant et pour augmenter la sortance de ce circuit. Donc ça, ce qui est important, donc ça c'est pour améliorer cette porte-là de nature TT. Maintenant, on va voir un autre circuit qu'on appelle le circuit 3Z. Alors c'est quoi ce circuit 3Z? C'est un circuit qui est commandé, ou bien des portes qui sont commandées, comme vous le voyez ici. On a un inverseur, l'attaque CE, la sortie CS, mais cet inverseur-là ne peut pas fonctionner que lorsqu'il est commandé par l'entrée C. Alors, C, c'est la commande. Si elle est mise à 0, dans ce cas, l'inverseur va fonctionner normalement, comme vous le voyez ici.
Mais s'il est à l'état 1, dans ce cas, il sera déconnecté, ou bien ce qu'on appelle, il est en haute impédance. On ne peut pas savoir est-ce qu'elle est à l'état 1 ou bien à l'état 0, c'est-à-dire elle sera définitivement déconnectée. La même chose ici, ça c'est pour lorsque la commande elle est active à l'état 1. C'est la même chose. Ce circuit-là, on l'appelle circuit à 3 étapes. Alors ici, par exemple, je vais traiter ça dans un petit schéma comme celui-là. On a un bus de données qui reçoit des données à travers des inverseurs. Alors, le premier, 1, 2, 3. Et on va voir l'application de ce circuit à 3 étapes. Alors, pour savoir, alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ici désactivé celui-là à 0, l'autre à 0, celui-là est actif. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais recevoir ici? Je vais recevoir seulement l'information de l'inverseur 2 et les autres sont à l'état haute impédance. Et cet état haute impédance, comment il est représenté dans le chronogramme? Vous voyez ici, par exemple, celui-là. Alors, lorsqu'il est activé, ici, on va représenter la sortie par cette forme-là, c'est-à-dire, dans ce cas, elle va fonctionner soit à l'état 0 ou bien à l'état 1, dans ce cas ici, elle fonctionne. Par contre, dans ces zones-là, elle est en haute impédance. C'est clair? Parfois, vous trouvez ça dans les chronogrammes de certains composants. Alors, comment elle est réalisée la porte NAND TTL à 3 états? On lui ajoute quoi? On lui ajoute ce petit circuit, vous voyez ici, et la commande, elle est là. Qu'est-ce qu'elle commande celle-ci? Elle commande le transistor Q5. Alors, si le COM est à l'état 1, le transistor Q5 fonctionne, ce point-là, il est à la masse, les diodes fonctionnent, la base de ce transistor elle est à la masse, elle est bloquée, la base de celui-là, elle est bloquée, quelle que soit la forme que vous appliquez aux entrées, on n'aurait aucune réponse, c'est-à-dire tout, elle est déconnectée. Vous ne savez pas est-ce que vous avez 0 ou bien, c'est-à-dire elle est en haute impédance. Par contre, si le COM elle est à l'état 0, ce transistor bloqué, les deux diodes bloquées ne fonctionnent pas. Dans ce cas, la porte NAND fonctionne normalement. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une commande sur les bases des transistors Q2 et Q4 ne sont pas commandés par ces normes. Est-ce que c'est clair? Alors, dans ce cas, vous voyez, c'est comme elle est à l'état 1. Transistor à la masse, diode à la masse, les bases à la masse, dans ce cas Q2 et Q5 bloqués. Et dans ce cas, on ne peut rien savoir sur les deux. Si le COM elle est à l'état 0, Q5, plutôt Q4 ici, si le COM elle est à l'état 0, dans ce cas Q5 est bloqué, les diodes sont bloquées, le circuit, et dans ce cas, le Q4, elle fonctionne selon le potentiel qui arrive à travers le collecteur de Q1, de Q2, et le transistor Q2, elle est commandé ici, par le courant qui arrive à travers le transistor Q1 sur sa base. Alors ça, c'est la porte à 3 états. Maintenant, on va voir un autre type de transistor, c'est ce qu'on appelle le transistor Schottky. C'est quoi un transistor Schottky? On sait très bien que le transistor bipolaire, lors de sa commutation, il est un peu lent, c'est-à-dire qu'il nécessite beaucoup de temps pour évacuer les porteurs minoritaires qui sont stockés de part et d'autre de la jonction. Et c'est pour cela qu'on a, qu'est-ce qu'on a fait? On a shunté la base et le collecteur du transistor bipolaire par une diode Schottky. On sait très bien que la diode Schottky, c'est une diode qui est très rapide. Alors, dans ce cas, lorsque le transistor commute, alors cette diode-là joue le rôle de la base, de la jonction base-collecteur à sa place, en attendant que les porteurs minoritaires doivent être évacués. Et c'est pour cela que
le transistor, au lieu d'utiliser la jonction base et un collecteur qui est à l'intérieur de son boîtier, il va utiliser cette diode et comme ça, il va être rapide et il gagne du temps. C'est comme s'il va utiliser un réponse. Alors, ce transistor-là a le symbole de ce transistor, c'est celui-là. C'est-à-dire ici, vous voyez, on a mais le symbole de la diode Schottky, c'est comme ça. Et évidemment, au lieu d'utiliser des transistors normaux, on va remplacer le transistor normaux par le transistor Schottky. Comme ça, on va avoir une porte NAND Schottky qui sera très rapide lors de la commutation. Les familles logiques. Alors, on voit très bien ici que pour les familles logiques, la première chose à laquelle on s'intéresse toujours à la consommation et au temps de propagation. Et on voit très bien ici, j'ai cité pas mal de familles, les familles standards, les familles à basse consommation, les rapides, les Schottky avancés, les Schottky basse consommation, et les Schottky basse consommation avancée, et les Schottky rapides. Alors on voit très bien ici que le temps de propagation, quelle est la plus rapide, c'est le 74, voilà, Advanced Schottky, c'est-à-dire elle possède seulement un temps de propagation de 1 nanoseconde qui est très rapide. Et celle qui ne consomme pas beaucoup, c'est celle-ci, Schottky, c'est le AL S qui consomme seulement 1 milliwatt. La même chose aussi pour les 74 L. Vous voyez, low consommation, lorsque vous voyez dans les boîtiers low, L, S, c'est low, ici c'est high, c'est-à-dire rapide. Ici, S, c'est l'indice Schottky, Advanced Schottky, low Schottky, Advanced low Schottky, ici, fast, c'est-à-dire les rapides. Vous voyez? Alors là, c'est pour simplifier la lecture de certaines familles logiques. Il y a aussi d'autres familles, c'est les familles ECL. Comme vous le voyez, elle est à la base d'un circuit différentiel, comme vous le voyez ici. Bon, le circuit différentiel est là. Donc ça, c'est le circuit différentiel. Ce circuit différentiel, les attaques s'effectuent sur ces transistors Q3 et Q1. Par contre, ici, on a une tension de référence, c'est là. Elle est due à ce circuit. Donc, ce circuit-là, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne la tension de référence qui va attaquer le transistor Q2. Tension de référence. Ah, la tension de référence VR. C'est celle qui va. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails comment elle va donner une tension de R, mais tout cela elle est réglable à travers ce circuit, c'est-à-dire ce que vous devez tenir, c'est que ce circuit-là va être attaqué ici par les entrées. Ces entrées, lorsqu'elles vont attaquer ces différents transistors, on a ici un autre transistor à laquelle on va appliquer la tension de R, et on va évidemment parler de fonctionnement de cette porte. Alors, cette porte-là, elle possède deux sorties, Y et Y bar, qu'on va les voir juste après. Alors, cette famille-là, comme vous le voyez, nécessite des alimentations négatives, ici, moins V2. Maintenant, on va parler de l'étage différentiel à couplage par émetteur. Alors, ça, c'est, j'ai pris seulement un transistor de l'autre côté, comme vous le voyez ici, on avait deux. Moi, j'ai pris seulement l'élément, la cellule de base, c'est-à-dire un transistor ici, un là, et pour faire l'étude suivante. Alors, évidemment, ce transistor-là, comme j'ai dit tout à l'heure ici, qu'est-ce que je vais appliquer? C'est la tension de référence, qui est due à circuit qui va nous donner la tension. Et ici, c'est l'attaque A ou bien B ou bien C sur V2. Et la tension de sortie va être ici et là. Toute étude a montré que
Si la tension V1 elle est supérieure à la tension VR, c'est-à-dire VD est égal dans ce côté-là, je vais avoir évidemment V1, V de sortie 0 envers 0, vous voyez ici, niveau 0, et ce V01 tend vers le niveau 1. Si le VR est supérieur à la tension A, on va avoir l'inverse, c'est-à-dire ici je vais avoir 0 pour V02 et l'autre c'est 2. Alors tout dépend de la comparaison entre celui-là et la tension de l'autre côté. Alors, le circuit qui nous donne la tension de référence, c'est celui-là, qu'on va l'avoir ici, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, on va voir comment ça fonctionne, les choses, comment peuvent fonctionner pour la porte. Voilà, j'ai pris ici la porte, ça là c'est la tension de référence, l'application A et B. Donc ça c'est un schéma simplifié, c'est pour expliquer comment les choses vont fonctionner pour cette porte. Alors ici, 0, 0, niveau 0, 0, et ici une tension supérieure. Alors qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Ici, faible, faible, alors je vais avoir ici 1. Et l'autre, c'est 0, c'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure sur la courbe. Alors, si j'ai ici 0, 1, c'est la même chose. 0, 1. Alors, j'ai une tension ici qui est importante par rapport à l'autre. Alors, dans ce cas, je vais avoir ici 1 et ici 1, 0. Voilà, 0 et ici 1. Vous voyez? Si l'une des deux, c'est au moins une des deux, elle est à l'état 1, c'est-à-dire supérieur à VR, alors celle-ci va être 0, et l'autre c'est 1. C'est ce que je viens de voir ici. 1 ici, 1 là, 1, 1, dans ce cas, 0, 0, 0, donc c'est 1, 1, 1. Alors dans ce cas, qu'est-ce que je peux conclure? Ça c'est quelle porte? Ça c'est la porte nord. Sur le V01, je vais avoir la porte nord, vous voyez, c'est 0, 0, ça donne 0, ça donne 1, 0, 1, c'est... Et ici c'est la porte. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, j'ai deux sorties, Y et Y bar. C'est bon? Alors, pour les familles ECL, on trouve les ECL VK, le ECL 100K, le ECL 100KH, et tout dépend du temps de propagation, on va créer la consommation. Évidemment, c'est ce qu'on trouve dans le marché. Il y en a plusieurs. Et si je cite seulement quelques-unes, c'est pour savoir, lorsque vous prenez une porte en vos mains, entre vos mains, vous avez le fait de dire que ECL, c'est-à-dire c'est une famille ECL VK, ou bien 100K, ou bien ECL. Alors, la comparaison des familles logiques. Lorsqu'on parle des familles logiques, ici, on va comparer les familles TTL, SMOS, ECL. Alors, ici, j'ai pas mal de paramètres. J'ai la tension d'alimentation, le VOL max, le VOH-min, le VIL max, le VIH-min, la marge de bruit, la puissance dissipée, le facteur de qualité, la sortance. Alors, quelle est la meilleure famille ici? C'est la famille qui ne consomme pas beaucoup. D'abord, la consommation qui est très importante. Alors, vous voyez que la famille qui ne consomme pas beaucoup, c'est la famille CMOS. Et quelle est la famille qui possède un nombre important, une marge de bruit importante? TTL et le CMOS. Alors, toujours, le CMOS a des qualités de plus. Alors, il a cette qualité. Elle a cette qualité. Le TTL, elle a cette qualité aussi. Alors, vous voyez que le facteur de qualité ici, la sortance aussi, le CMOS a une sortance importante. Et c'est pour cela que le CMOS a un facteur de qualité qui est très important. Alors, c'est pour cela que dans le domaine industriel, toujours, on travaille avec la technologie CMOS, c'est la meilleure, qui est très utilisée et qui possède une marge de bruit importante, un facteur de qualité important. On peut attaquer des sortants, pas mal de circuits complexes, c'est-à-dire qu'il possède une sortante importante. Et c'est le meilleur. Vous voyez
ici, le VOH min, elle est proche de l'alimentation saine, c'est bien. Vous voyez? Ce cas, c'est la meilleure famille, c'est la famille C.